Bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours avec nos 4 mousquetaires de l'information. J'ai nommé Francis Laloupeau. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes là pour Africa numéro 1, la radio. Et puis Nadir Djenad de Beurre FM. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. On retrouve avec grand plaisir Dominique Volton, le directeur de recherche au CNRS qui nous a tant manqué la semaine passée, et surtout à Éric Zemmour qui n'a cessé de se plaindre de votre absence. Et bonjour à Éric Zemmour, le journaliste que l'on connaît, qui est avec nous. Voilà, les présentations sont faites. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler où vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos protestations ou vos encouragements, on veut bien aussi. C'est à hebdo.franco@rfo.fr. Ça doit s'afficher sur votre écran. hebdo.franco@rfo.fr. Alors, on en a parlé, je rentre tout de suite dans le premier thème de notre émission, on en a parlé la semaine dernière en fin d'émission assez rapidement avec les informations dont nous disposions à l'époque. Depuis toute la semaine, journaux, télévision, radio vous ont abreuvé, si j'ose dire, de cet imbroglio diplomatique qui existe entre le Tchad et la France. Alors, tout est parti d'une ONG, l'Arche de Zoé, aussi appelée là-bas parfois Children Rescue. Alors, j'ai envie de me tourner vers Francis Laloupeau et de lui demander, alors, cette Arche de Zoé, cette ONG, vous la voyez comment? Manipulatrice, irresponsable ou victime? Victime, certainement pas. Nous avons surtout, je pense, un mélange d'aventurisme, de transgression délibérée, systématique, organisée des lois françaises et tchadiennes en l'occurrence. Et surtout, nous avons là, je pense, la manifestation extrême de cette concurrence extraordinaire que se livrent les ONG depuis des années. Une sorte de surenchère, finalement. Et qui fait débat, d'ailleurs, depuis de longues années. C'est-à-dire, au fond, qui va aller le plus loin possible pour mobiliser les opinions? Qui va aller le plus loin possible pour exister, tout simplement? Question de savoir, finalement, au fond, aujourd'hui, c'est pas une question récente, quel est le rôle et la responsabilité des ONG? Et la question qui se pose en creux, c'est au fond, on peut presque, je dirais, entre guillemets, se réjouir de ce qui se passe, parce que ça ramène au premier plan. C'est difficile quand même, hein. Non, ça paraît un peu contradictoire de se réjouir. Justement, c'est l'occasion, justement, avec ce drame, cette tragédie de ces enfants tchadiens, de reposer, peut-être de façon beaucoup plus ferme, de façon beaucoup plus déterminée, la question du rôle de ces ONG, et surtout des règles qui président aux relations qui existent entre les États et les ONG. Parce qu'au fond, nous avons quand même, depuis de longues années, assisté à l'émergence aux 4 coins du monde de ces ONG qui ont une capacité de mobilisation des opinions extraordinaires, qui apportent leurs avis politiques et qui posent des actions qui sont des actions déterminantes dans le concert des nations, mais qui, au fond, ne sont soumises, ces ONG, à aucune élection et ne sont soumises généralement à aucun contrôle réel de la population, et donc ne pouvant se fonder sur aucune légitimité. Ça, c'est la question de fond qui s'oppose. Parce que quand on voit la manière dont l'État français, aujourd'hui, se sent floué par cette ONG, l'Arche de Zoé, quand on voit le Tchad qui se sent méprisé dans les fondements, sur ces fondements législatifs. On voit jusqu'où peut aller ça nous renvoie au fond à ce que disait Hubert Védrine, hein, pour le citer. À l'époque, il était ministre des Affaires étrangères. Hubert Védrine qui s'inquiétait déjà à l'époque de voir, je cite, l'irruption sur la scène internationale des ONG devenir un facteur dangereux de l'affaiblissement des États. Je crois que c'est la question qui se pose fondamentalement. Alors là, il va très loin, mais moi je voudrais revenir à des choses plus terre à terre au point de départ tout à l'heure. Il disait, Nadir Djenad, Francis Laloupeau, que l'État français était floué. Alors voilà un État qui est floué alors qu'il a prêté des avions militaires qui ont transporté les enfants pour cette ONG, l'Arche de Zoé. Alors, on comprend pas très bien. D'un côté, on nous dit qu'on n'était pas au courant ou qu'on les a prévenus qu'il ne fallait pas. Et de l'autre côté, on voit que les moyens de l'État ont été employés par cette ONG. Effectivement, on peut noter les contradictions au sommet de l'État, donc au sujet de cette mésaventure, donc de l'Arche de Zoé. Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme, disait qu'elle avait tout fait pour empêcher donc cette opération de se mener. C'est clair que les plus hautes autorités de l'État étaient au courant, mais on peut se demander pourquoi elles n'ont pas informé donc les autorités tchadiennes. Cette affaire met la France dans l'embarras. Parce que, d'une part, elle souhaite ménager le président tchadien Idriss Déby, mais elle ne veut pas donner aussi l'impression d'abandonner ses ressortissants sur place. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur les contradictions de cette ONG, l'Arche de Zoé, concernant les enfants, tout d'abord parce qu'il y a quand même des enfants, et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces enfants. L'ONG, l'Arche de Zoé, disait que ces enfants étaient orphelins et qu'ils venaient tous du Darfour. Or, selon une enquête de l'UNICEF, du Comité international de la Croix-Rouge et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur la quasi-totalité des 103 enfants,
Voilà, 91, Tchadiens. les enfants ont dit qu'ils avaient un parent, donc ils ont des parents, ces enfants ont des Ils parents. sont pas orphelins. Et qu'ils ne ils viennent sont pas du Darfour. soudanais, Voilà. ils viennent pas du Darfour, ils viennent la plupart Voilà. du Tchad. Donc en résumé, je dirais que cette affaire ternit l'image de la France à l'étranger, elle donne une mauvaise image des ONG et surtout elle cause du tort à l'adoption internationale par les familles françaises. Parce que beaucoup d'associations donc travaillant dans le domaine de l'adoption disent aujourd'hui cette affaire nous cause du tort. Alors, Dominique Volton, un mot sur cette idée que lançait Francis Laloupeau, un contrôle sur les ONG? Il y a des choses simples à dire. Premièrement, les ONG sont apparues pour suppléer les lacunes des États. Il faut quand même rappeler. Donc, par conséquent, le grand mouvement humanitaire des 30 dernières années, c'est quand même une dimension politique, humanitaire, pour dire, écoutez, les États sont des monstres froids, des hommes meurent, donc par conséquent, on ne peut pas, 20 ans après, quand on s'aperçoit qu'il y a des dérapages des ONG, dire, écoutez, les États ne peuvent pas faire leur boulot aussi. Puis il y a des ONG parce que les États ne font pas en partie leur travail. Je crois qu'il dérape. Pardon, oui, mais d'autre part, je suis d'accord qu'il n'y a pas trop de contrôle des ONG, mais en fait, on arrive dans un jeu diplomatique quand même extrêmement intéressant. Vous avez, dans la diplomatie internationale, à la fois le rôle des États et quand même le rôle de ces ONG qui, quelque part, supplée la diplomatie traditionnelle dans un demi-silence qui, à mon avis, n'est pas forcément contestable. Il faut voir jusqu'où ça va. Ça peut l'être. Attendez. Mais de toute façon, le le monde international n'est pas un monde de vertu. Et la France n'est pas vertueuse. Oui. Voilà. Et la France n'est pas vertueuse, mais le Tchad non plus. Quand le président tchadien nous fait des grandes leçons d'humanité. Bon, on va y revenir, Dominique Volton, parce que j'ai une question là-dessus. On va y revenir. Procédons par ordre. Déjà, l'arche de Zoé, manipulatrice, victime. Après, je vais revenir sur l'arche, mais je voudrais finir sur le fond. Donc, les ONG supplient les lacunes des États. 2, il y a un rôle complémentaire inévitable qui se joue entre les États occidentaux essentiels dont les ONG sont issus et les ONG, pourquoi pas. 3, il y a un jeu assez trouble également des États sur lesquels les ONG interviennent, parce que quand ils jouent les vertus, ces États, la plupart d'entre eux savent très bien que ce que font les ONG ne peuvent pas le faire, et on est dans des règlements de compte incroyables politiques, c'est ce qui se passe actuellement entre le Tchad et la France. On va y revenir. Et 4e partenaire structurel de ce jeu, les médias. Donc si vous voulez, c'est pour ça que moi je suis plutôt pour une affaire comme celle-ci, au lieu de crier à l'indignation pour baisser la pression. Des dérapages, il y en a partout. En économie, en politique, en militaire. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais il faut arrêter de monter aux extrêmes, comme s'il y a vu, si je puis dire... C'est l'occasion de poser les bonnes questions, je pense. Mais tout à fait d'accord. Mais en relativisant, le drame, c'est que les bonnes questions, c'est un jeu compliqué à 4. Je répète, les ONG, les États dont relèvent plus ou moins ces ONG, les États dans lesquels opèrent ces ONG, et les médias. Alors, et le dernier partenaire, qui n'est pas toujours simple, qui sont les victimes. Tous coupables. Mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux simplement dire qu'on est dans un jeu typique de la mondialisation. J'en ai pour encore quelques secondes. Oui. On est typiquement dans un problème de mondialisation où tout est compliqué parce qu'il y a un grand nombre d'intervenants, beaucoup plus nombreux qu'il y a 30 ans. Bon, et tout c'est ça compliqué, nous dit Dominique Volton. Alors, Éric Zemmour, qui ne vous a pas interrompu, qui est le dernier à parler aujourd'hui, va nous dire si c'est si compliqué que ça. Ah oui, c'est très compliqué. Bon. Mais au moins, il y a un point d'accord entre vous et Dominique Volton aujourd'hui. Je suis content. Sur cette affaire, ça sera le seul, parce que je suis tout à fait, je me sens dans cette histoire tout à fait proche des analyses de Francis, et non pas de celle de Dominique, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Dominique Volton dit très justement, je dis ça sans ironie, les ONG ont pallié les carences de l'État, des États. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que ces carences-là, elles étaient voulues. Et on n'avait pas à les pallier. Je veux dire par là que qu'est-ce qu'on pallie là? C'est en fait, quelle est la question là? C'est le droit d'ingérence. C'est-à-dire que la conviction qu'il faut s'ingérer dans les affaires. Bernard Kouchner, le droit d'ingérence avec les French Doctors. Exactement. On a le droit d'aller voir chez les autres ce qui s'y passe et d'y mettre pour des raisons humanitaires. Pour des raisons humanitaires. Et vous trouvez que ça, c'est pas bien? Non. C'est-à-dire qu'on met de la morale. Faut laisser crever. Oui. On met de la morale dans... Mais mais attendez, c'est trop facile de jouer sur l'émotion. Bon, alors, allons-y. Jouons sur la réflexion. On essaye de réfléchir. Il peut y avoir les deux, il peut y avoir réflexion et émotion. Bon. On essaye de ne pas être dans l'émotivité médiatique. Parce qu'il joue là-dessus. Le droit d'ingérence, et là je suis encore d'accord avec l'analyse brillante de Volton, elle n'est là que parce qu'il y a les médias. Dans un monde sans médias, il n'y a pas de droit d'ingérence. C'est l'émotion médiatique qui fait que on essaye de mettre. Attendez, chez moi, il y a un glissement. Oui, d'accord. L'émotion médiatique, ça peut être tout simplement, ça porte un nom en général. Ça s'appelle l'information. Non, c'est pas la même chose. Non, ne mélangez pas tout. Non. Là, c'est mettre de la morale dans les relations internationales où, selon moi, il ne doit pas y en avoir. Les États doivent rester des monstres froids parce qu'il faut bien voir historiquement pourquoi on a inventé les États-nations et les monstres froids qu'ils sont devenus. C'est justement, après les guerres de religion,
où, au nom de la morale, on s'égorgeait. Donc c'est pas un hasard si on a inventé tout ça. Et remettre de la morale dans cette histoire, c'est justement revenir avant le traité de Westphalie, pour être précis. Attendez, parce que là, on s'en va très loin. On comprend, Éric Zemmour. Vous nous dites en gros, vous nous dites en gros, les États ne doivent pas avoir de morale, ce n'est pas leur rôle. Exactement. Bon. Et alors, qu'en est-il des ONG et qu'en est-il de l'art de ils n'ont pas à se mêler des affaires de pays souverains. Le problème, c'est que le Tchad est normalement un pays souverain. Il n'a pas, et je voudrais finir, j'en ai pour 2 minutes. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, c'est du néocolonialisme. C'est-à-dire que on a colonisé. Qui a fait du néocolonialisme? L'État français, non, l'ONG, les ONG, l'ONG, Arche de Zoé, et le droit d'ingérence en général, c'est une théorie néocolonialiste. On a colonisé au XIXe siècle au nom de la civilisation chrétienne d'une part et progressiste de l'autre. Il y avait les deux. Aujourd'hui, on recolonise de façon virtuelle, médiatique, tout ce qu'on veut, au nom de la même. Attendez, au nom de la même logique, enfin pas la même logique, mais au nom de l'humanitarisme. Chesterton, qui est un auteur anglais, disait « Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles ». Ben, c'est exactement ça. Et une autre idée complètement devenue folle, c'est le droit à l'enfant. Parce que on voit bien là comment ça se du côté des Français et des Françaises qui demandent des enfants, qui demandent à adopter, il y a ce qu'on a développé depuis 20 ans, un droit à l'enfant. C'est-à-dire que tout le monde, je comprends la douleur de ne pas avoir d'enfant, évidemment. Je suis pas un monstre froid, moi je suis pas un État. Hein. Je comprends très bien que il y a des gens sur cette carence affective. Non, c'est plus qu'on joue. C'est que les gens maintenant sont persuadés qu'ils ont un droit à l'enfant et qu'ils ont le droit de tout faire, même de prendre des petits-enfants noirs qui ont des parents, pour satisfaire ce droit à l'enfant. Je comprends, mais je pense qu'à part les gens de l'Arche de Zoé, je ne crois pas que les familles d'accueil étaient au courant que ces enfants n'étaient pas orphelins. Oui, mais ça fait rien. Mais elles sont prêtes à tout, elles sont prêtes à payer très cher, elles ne regardent pas sur les moyens. Il faut quand même se poser la question, il y a eu des livres dessus très intéressants sur les drames que provoque l'adoption internationale, sur ces enfants qui après se révoltent, qui cherchent leurs racines. Il faut quand même voir les preuves. Il y en a marre de cet humanitarisme à bon marché qui nous permet de pas réfléchir. Attendez, on comprend, parce que là, Éric Zemmour et Dominique a abordé beaucoup de problèmes en même temps. Mais c'est les problèmes de fond, là. C'est les problèmes de fond. Oui, Dominique, je veux dire un mot. Moi, j'étais parti d'une idée simple, et je voudrais quand même qu'on cerne, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions encore à poser. Je suis tout à fait d'accord pour parler des ONG de manière générale et tout, mais là, on est dans un cas précis. Les autres ONG ont dénoncé, ont condamné l'Arche de Zoé. Dominique Volton. 3 petites choses à dire. 3 petites choses à dire, Dominique Volton. Oui. 3. Toute petite. Allez. Ce n'est pas moi qui parle le s'il vous plus plaît, longtemps. on laisse Dominique Volton s'exprimer. Oui, parce que là, c'est pas mon temps de parole. Enfin. Que le problème de l'adoption internationale pose des questions douloureuses, compliquées, c'est vrai. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas reconnaître là-dedans un des mouvements quand même de l'humanisme du XXIe siècle, qui est que on s'ouvre les uns sur les autres. Bon. Première chose. Deuxième chose, oui, il faudra probablement de l'autorégulation des ONG entre elles, et c'est un bon exemple, pour qu'effectivement n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, pour qu'au risque que ça retombe sur les autres et sur les cautions pour les États un peu totalitaires, pour vider la totalité mais si je puis dire, l'autorégulation que les ONG doivent faire entre elles ne met pas en cause le principe du rôle des ONG. Voilà. La grande différence, c'est que d'un côté, on est contre le principe de l'ONG, et de l'autre, on est pour une correction des exagérations. Il essaie de sauver le principe. Bien sûr, mais par définition, je suis à fond pour le principe d'ingérence, à condition qu'on se rende compte qu'on ne peut pas jouer à zéro et on ne peut pas faire de néocolonialisme. Là-dessus, je crois que vous êtes d'accord. Oui, mais que de temps le principe de non, on n'est pas d'accord. Ça, c'est l'ingérence sur le fait de pas jouer à tour. On laisse finir Dominique Volton, s'il vous plaît. Que le droit d'ingérence soit ambigu, compliqué, oui, c'est vrai, parce qu'il joue sur toute logique à la fois, mais il n'a même pas 30 ans d'existence. Donc moi, mon principe politique est de dire, puisque ça va plutôt en gros dans la direction d'une démocratisation internationale, faisons de l'autorégulation de ça, condamnons les erreurs, mais ne condamnons pas le principe. Et troisième chose sur les États, où les États sont des monstres froids, mais je vous rappelle tout de même que depuis la création de l'ASN jusqu'à aujourd'hui, ce qu'essaie de faire la communauté internationale, c'est de se donner des valeurs qu'elle essaie de se faire, de respecter. Et donc, par conséquent, les États sont peut-être des monstres froids, mais ils adhèrent tout de même à la communauté internationale, aux chartes de l'ONU, et c'est au titre de ces valeurs-là qu'on a le droit de condamner certains États racistes ou fascistes et compagnie, et de faire respecter un minimum de valeurs. On revient toujours à la même discussion. Nadia Biennale veut dire un mot, s'il vous plaît. Et ensuite, Francis. On a bien fait d'établir au tout début des émissions ces discussions sur la communauté internationale. C'est quand même le
sujet de fond. C'est l'un des sujets de fond, oui, c'est pas le seul. On va pas y revenir. Bah oui, non, bien S'il vous sûr, plaît, s'il vous plaît. Nadir Djenad, parce que le téléspectateur a besoin d'une seule voix. Je suis pas trop à la d'accord fois. sur en fait, la critique des médias dans cette crise. Enfin, je pense que les médias, au contraire, ont fait. J'ai pas dit qu'il fallait les critiquer. C'est J'ai dit plutôt, que- les médias, non, attendez, quand c'est même, plutôt ont Éric essayé, Zemmour oui. qui a parlé Oui, de oui. l'émotion Moi, j'ai véhiculée. dit, S'il vous les médias, plaît, s'il vous justement, plaît. ont C'est appris Éric des Zemmour nouvelles qui a au fur et à parlé de mesure, l'émotion voilà, des médias. Moi, j'ai dit Nadir. c'est un acteur de ce jeu à quatre. Alors, Voilà. d'accord. émotion ou information de la part des médias? Et je pense C'est la bien question. entendu qu'aussi les ONG sont quand même nécessaires. Certains États appellent des ONG dans les crises humanitaires. Hein. Et bon, ça je vais pas refaire Pas de remise en cause l'histoire. des ONG. Pas de remise en cause des ONG, mais je voudrais quand même rappeler le contexte dans lequel cette crise a lieu. Donc c'est les relations complexes entre la France et le Tchad, et c'est la question du Darfour, parce qu'en fait le nœud du problème c'est cela. Alors. C'est-à-dire que il va y avoir dans le cadre du règlement de la crise du Darfour, il va y avoir une force donc européenne de paix, donc le fort composé donc essentiellement de soldats français qui doit se déployer Au mois de décembre, qui voilà, doit se déployer au dans la Darfour région, et un petit peu dans la région côté d'Abéché. Or, Idriss Déby donc ne veut pas entendre parler de. Ah oui. Enfin, On va laisser la parole à est plutôt Francis sceptique. après. Est plutôt sceptique. Il a raison, c'est pas tout à fait Voilà, ça. il est plutôt Il n'a pas très envie bah, de d'accord, voir c'est pas la arriver même le chose. fort sur son C'est territoire. pas la même chose. Alors, c'est pas justement, pour lui justement. c'est une bonne occasion. S'il vous plaît. Il semble que ce que laisse entendre Nadir Djenad, et Francis Laloupeau va dire un mot tout de suite, c'est est-ce qu'Idriss Déby n'a pas profité de l'occasion pour faire une sorte de pression diplomatique et au-delà sur l'État français? C'est ça qu'il y a de Non, mais l'indignation. Sachant- je crois qu'il y a deux. Sachant, il y a pour le deux, rappeler, trois que les choses. téléspectateurs comprennent, pardon, Il y a deux, que trois choses. Idriss Déby ne souhaite pas, tant que cela, de voir arriver une force militaire sur son territoire et à la frontière du Tchad où il y a le Soudan et le Darfour. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Je veux dire que, d'abord, Idriss Déby trouve là l'occasion de jouer un peu les vertus effarouchées, de se donner une image internationale, humaniste, pour quelqu'un quand même qui est le... Qui n'est pas un parangon de vertu principal- démocratique, hein. C'est le principal acteur d'un régime autocratique, violent, et qui a érigé quand même la violence politique en système d'État. D'abord, il faut dire ça. Donc, effectivement, ça fait une promotion extraordinaire pour l'image d'Idriss Déby depuis quelques jours. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe autour de cette table. personne- Mais au-delà de cette table, je ne sais pas. Attendez. Bah, on laisse finir Francis. Personne n'est dupe, mais vous savez qu'en politique, il n'y a pas de petit profit. Tant qu'Idriss Déby peut bénéficier des caméras et d'un écho international, je pense que il en profite largement. Et ce n'est pas si mal pour un autocrate qui est d'ailleurs en fin de règne. Hein. Alors, s'agissant de la force internationale, il faut dire que cette force internationale, décidée par l'ONU et l'Union africaine, qui va compter 26 000 hommes bientôt, cette force... en soi, ne dérange pas Idriss Déby. Cette force dérange davantage le pouvoir de Khartoum au Soudan que Idriss Déby. Sachant que, au fond, le soutien que peut apporter la France à Idriss Déby aujourd'hui, en invitant la communauté internationale à mettre en place une force internationale, avantage par ailleurs Idriss Déby, parce qu'Idriss Déby, on sait très bien que les liens qui existent entre le Tchad et la France sont des liens extrêmement forts, extrêmement puissants, et qu'Idriss Déby n'a pu gouverner jusqu'à présent qu'avec le soutien de la France, et que, d'une manière générale, l'armée française a combattu les rebelles qui sont contre le régime de Déby, Mais alors davantage pourquoi est-ce qu'il est si réticent, que de alors se mettre du côté des opposants. Pourquoi semble-t-il réticent Il à l'arrivée de l'effort? n'est pas réticent à la force. La question, c'est le rapport de force qui existe entre Idriss Déby et le Soudan. Parce que le Soudan a rejeté la force de l'ONU il y a quelques mois. Il n'est pas question pour Idriss Déby d'accepter, lui, par ailleurs, que cette force se rabatte en quelque sorte sur son pays. C'est d'abord, avant tout, un rapport de force entre le Soudan et le Tchad, et non pas un rapport de force entre Déby et la France, ou Déby et l'ONU. D'abord, il faut être tout à fait clair. Là, c'est clair ce qu'il dit Francis Laloupeau. Bon, apparemment, Ah, tout le mais monde moi, partage je ce suis point tout de à vue. fait. Bon, alors on va s'arrêter là aujourd'hui sur ce sujet, puisque pour une fois, tout le monde est d'accord autour de cette table. Alors, je voudrais qu'on aille dans une autre partie du monde. Principale conseillère de Nestor Kirchner, il y a quelques jours, Cristina Kirchner est devenue présidente de la République d'Argentine. Alors, ça a été une campagne sans médias, quasiment. On ne l'a quasiment pas vu dans les médias. Et surtout, on a assisté pour la première fois à une candidate qui n'a pas subi les primaires ou qui n'a pas participé à des primaires qui ne sont pas existées en Argentine, alors qu'habituellement il y a toujours une élection primaire. C'est son président de Mari qui l'a quasiment désignée comme candidate en Argentine. Alors, Nadir Djenad, qu'est-ce que ce mode de désignation laisse quand même à désirer sur la démocratie? Oui, on peut se poser la question, d'autant qu'elle était quand même élue dès le premier tour et qu'elle bénéficiait d'un parti. Mais moi, je pense que davantage qu'une élection, il s'agit d'une réélection.
celle de Nestor. Christina remplace Nestor, mais voilà, c'est toujours Kirchner. Nestor Kirchner, qui a un bon bilan. Donc l'Argentine quand même connaît un taux de croissance de 8 à 9% par an, grâce notamment au contexte international, au prix des matières premières. On sait qu'il n'y a pas longtemps, l'Argentine a subi une crise terrible. Une crise terrible, mais bon, quand même, il y a un bon bilan économique. Il y a un bilan économique. Là, c'était une faillite. Là, c'était une vraie Là, c'était une faillite, l'Argentine, et non pas celle de l'État français selon François Fillon. Il a réussi à faire reculer le chômage également. À la veille du scrutin, très intelligemment, Nestor Kirchner donc a annoncé une série de mesures, donc une hausse des retraites, une réduction de l'impôt sur le revenu, une hausse aussi du salaire minimum. Mais cependant, il ne faut pas prendre Christina Kirchner pour une débutante, donc c'est une femme politique aguerrie qui a une longue expérience, élue de la Patagonie, députée et sénatrice de Buenos Aires. Ouais. Alors, Dominique Volton veut dire un mot. On essaie de faire tourner la parole un peu plus vite, Oui, Dominique. non, mais premièrement, sur l'Argentine, évitez les stéréotypes, parce que vous savez, vu de l'Europe, c'est très vite, on dit, oh là là, oui, c'est des régimes de caudillo, c'est du populisme. Enfin, je veux dire, il y a quand même le monde occidental et le monde européen en particulier, disons les Européens et les Américains, ont un peu tendance à caricaturer tout ce qui se passe dans le reste du monde et qui n'entre pas dans leurs critères. Donc c'est vrai que vu de Paris ou vu de Londres, la manière dont ça s'est fait. Mais quand on voit Je l'Argentine... me permets de vous interrompre une seconde, Dominique. Les primaires, d'habitude, il y en a en Argentine. Oui, je sais. Mais on compare là avec la situation bien sûr, du pays lui-même. Il faut comprendre que l'Argentine revient de loin. C'est à la faillite de l'an 2000 qui, parenthèse, est directement liée à la folie de la spéculation d'Internet et de la folie de la FMI. Parce qu'il y a un État qui s'effondre, c'est quand même tragique. Et vous avez eu un effondrement d'une des plus grandes nations historiques de l'Amérique latine. Donc, si vous voulez... C'est remonté de la tragédie de cette élection, c'est que le principal économiste acteur de ça, qui était candidat lui-même, lui n'a pas été élu par contre. Donc c'est la tragédie de la politique. L'acteur qui a redressé économiquement était candidat, n'est pas élu, et celui qui a profité des mesures de en a bénéficié. C'est la tragédie de la politique. Mais je ne veux dire pas là, même si c'est un peu caricatural vu de chez nous, gardons-nous d'avoir un jugement de valeur trop rapide, parce que la situation politique, culturelle, idéologique de l'Argentine, comme de toute l'Amérique latine, est très compliquée, parce que les Argentins, c'est apparemment des Européens, et c'est plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont une des terres du populisme de l'Amérique latine, qui n'est pas le même populisme que celui de l'Europe, et que du coup, il faut à la fois tenir compte des points communs et des différences. Donc c'est ça que je veux dire. Alors, que c'est flirter avec c'est pas le seul État, ni en Amérique latine, ni en Europe. Donc si vous voulez constater qu'il y a peu de primaire, que c'est la femme... Vous savez ce qui va se passer, peut-être, avec Madame Hillary Clinton aux États-Unis, première puissance du monde. Retirez ma prochaine Donc, par question. conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est vrai que pour l'instant, il y a une prime aux femmes dans les élections internationales, et ça va durer au moins 30 ans comme ça. Et que l'Argentine ne doit pas être regardée comme étant... La chose que je veux dire sur le fond, c'est évitons de donner des bonnes notes et des mauvaises notes à des pays qui ne sont pas, soi-disant, très corrects avec les règles démocratiques, quand les nôtres nous-mêmes ne sont pas toujours. Voilà. Bon, alors, Éric Zemmour, Dominique Volton a commencé à en parler. Hein. On voit Hillary Clinton, la femme de Bill. Si je ne me trompe pas, Bush... c'est le fils. Hein. Aujourd'hui, Christina, la femme de Nestor. Est-ce qu'on n'assiste pas à une personnalisation de la politique et à des dynasties qui se construisent? Alors là, pour le coup, peut-être, avec l'aide des médias. Alors, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux choses dans ce qu'a dit Dominique. Il y a le côté dynastie, c'est-à-dire que les médias sont en train, par la personnalisation folle qu'ils exercent, qu'ils procurent, pardon. Dans certains pays, pas partout. Partout. Non, mais ça, il faut dire partout. Ils sont en train de réinventer des régimes aristocratiques. C'est-à-dire qu'on se passe le pouvoir comme ça de père en fils ou de mari en femme, etc. Ça, c'est une chose. Ça, je suis très frappé, une espèce d'élite mondialisée, comme aurait dit Chevènement, qui se repasse le pouvoir. Ça ne durera pas longtemps. J'en sais rien. En tout cas, c'est un fait. Bon, en tout cas, disons que là-dessus, ça existe. Deuxièmement, pour les femmes, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est quelque chose de récent. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr que ça dure pas. Mais bon, c'est un fait. Deuxièmement, pour les femmes, là, c'est autre chose. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a une féminisation. Michel Bachelet. Exactement, une féminisation de la politique. On s'en réjouit, hein. Moi, je pense. Moi, j'ai écrit là-dessus. Vous en réjouissez, Éric Zemmour? Mais moi, je ne réjouis ni ne m'en plains. Je pense que ça correspond. Je le constate. Et je pense que c'est un journaliste qui constate un fait. C'est un fait. C'est rare. Et j'essaie de l'analyser. Et je remarque que cette féminisation est concomitante d'un autre fait essentiel aussi qu'il faut remarquer, c'est que dans le cadre de la mondialisation, la politique n'a plus le pouvoir.
Ces deux faits, je mets en rapport ces deux faits. Vous voulez dire que qui c'est sont l'économie très qui mène le intéressants. monde? Bien sûr, c'est le financier. Ouais. C'est le et c'est la financement, mondialisation le financier, oui. qui mène le monde. Et je pense Mais que vous êtes ce un n'est- marxiste alors, les Absolument, superstructures absolument. de Marx. Mais absolument. Je pense que Ça, c'est une découverte. mais Ouais, pas c'est du une tout, mais parce que découverte pour nous, tous. mais pour Mais vous, vous parce n'êtes que vous ne me connaissez pas. mais Bon, c'est pas alors, ça, on laisse finir le non. marxiste Éric Zemmour. Non, on le laisse finir. Non, on le laisse finir, on le laisse Mais finir. il a simplement dit Je que ne les dis- femmes sont au pouvoir parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de politique. Mais oui, exactement, parce qu'il n'y a plus de politique et qu'il y a plus d'argent. Alors, Mais oui, donc, si absolument. j'essaie de On met les femmes résumer, au et pouvoir parce sans, que c'est- Mais sans oui, c'est caricaturer, exactement si j'essaie de résumer, Mais c'est exactement ce que je pense. l'émotion remplace la réflexion politique. Exactement. Et quelque part, c'est l'affect. L'image, l'affectif. exactement, et Alors, aussi bon, le allez, fait allez, que, allez. voilà, et qu'il n'y a plus le pouvoir, la politique n'a plus le pouvoir, donc c'est la finance qui a le pouvoir. Mais vous découvrez ça aujourd'hui, Éric Zemmour, parce que pour moi, ça fait déjà au moins depuis un siècle et demi que la politique est une superstructure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La politique, quand il n'y a pas de mondialisation, quand il y a des frontières, quand les nations ont un minimum d'autonomie, le politique a du coup un minimum d'autonomie. On peut, bon, je connais toutes les thèses. D'accord. Bon, d'accord. Mais C'est il la n'empêche- mondialisation. Mais Ok. la mondialisation. Le roi est nu là. Le roi est politique est nu. Alors, et donc on met des femmes parce que le roi politique est nu, comme dans toute profession. Curieuse Mais non, association d'idées. mais dans Mais bon, toutes les, mais dans tout, mais oui, mais sa vision du monde, Ouais, en c'est tout cas, une vision vous pouvez C'est pas faux, mais m'enlever. clair. Vous pouvez pas m'enlever. C'est une faux, mais chose. cohérent. on vous Vous pouvez enlève pas rien m'enlever pour une l'instant, chose, Éric Zemmour. c'est que c'est cohérent. concomitant. C'est concomitant. Oui, Alors, Nadia Djenad, C'est pas causal. Voilà. Dominique, Il faut dire que c'est pas causal. Non, c'est pas parce que c'est Mais concomitant qu'il y a. moi une je pense que causalité. c'est s'il causal, vous mais plaît. c'est pas obligatoire. je suis Personne ne va vous comprendre si Vous voulez vous dire que le montez secteur l'un n'arrive sur au l'autre. pouvoir parce que la politique est faible. d'accord. Exactement. Alors, on va laisser Nadia Djenad dire un mot. S'il vous plaît, je vous appelle Exactement. un tout petit peu plus discipline parce que sinon personne On ne se n'entendra parle rien. même plus, on ne fait que se regarder. Oui. J'ai rien Nadia dit. Djenad et ensuite Moi j'ai rien dit quand on Francis m'interrompt, je Laloupo. ne dis rien moi. Ouais, ouais. Bon, alors, Nadia Djenad et ensuite Francis Laloupo. Alors concernant l'émergence des femmes politiques en Amérique latine, c'est un phénomène qui n'est pas récent. Christina Kirchner est la 6e femme, je crois, d'Amérique Eva Perón, voilà, Perón. à présider donc un pays. Donc c'est pas, Bien sûr, c'est un processus quand même. Voilà. De plus, le droit Voilà un de vote a journaliste été qui constate des faits. absolument. Le droit de vote a été accordé aux femmes donc après la Seconde Guerre mondiale. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, il y a aussi des lois qui mettent en place des quotas donc sur les listes électorales. Mais moi, Vous êtes en train de dire que dans des pays réputés ici comme macho, on est peut-être un tout petit peu plus en avance que chez nous. C'est par là que vous allez, non? un petit peu, ouais. Là aussi, c'est un fait. Oui. Non, Alors, mais ce que je voulais dire aussi par rapport à l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a effectivement une vitalité démocratique. Il y a, on peut constater, c'est vrai, donc une alternance au pouvoir. Dans de nombreux pays, la gauche, une gauche antilibérale a remplacé des régimes de droite pro-américains. On peut aussi noter l'émergence pour la première fois d'un Indien donc à la tête d'un État, c'est le président bolivien Evo Morales. Evo Donc, Morales, oui. vraiment, il y a vraiment une vitalité oui, il y a une démocratique. vitalité démocratique. C'est très important Alors, à dire. Dans de nombreux pays. Bon, Francis Laloupo voulait dire un mot. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans cette partie du monde qui est en train d'apporter, je crois, des alternatives intéressantes, qui proposent de nouvelles donnes idéologiques, je dirais. On risque de faire sursauter Eric. Parce que dans un monde qui marche depuis quelques années sur une seule jambe, c'est ce monde un peu unijambiste, sans équilibre, sans contre-pouvoir, idéologique en tout cas. Il se passe Parler du libéralisme, pour bien je parle du bien libéralisme, préciser évidemment, les le choses. catéchisme Mettre un nom sur les choses. néolibéral triomphant. C'est vrai que dans cette partie du monde, il y a une offre politique nouvelle qui est en train d'émerger. Et le fait que cette femme soit élue aujourd'hui, pour moi, contribue à cela. Non seulement, je pense que c'est une pensée économique intéressante parce que ça prend en charge aujourd'hui des besoins qui sont... Au fond, ce qui est intéressant, c'est que disait Dominique, c'est que l'Argentine vient de très loin. Et le programme politique de cette présidente qui vient d'être élue reprend quand même, je dirais, les éléments essentiels, l'énergie, par exemple, l'emploi, des choses tout simples. Alors qu'à un moment donné, l'Argentine pensait en fait qu'elle pouvait survoler tous ces fondamentaux, tous ces éléments primaires, essentiels de la vie, et faire des records. On a vu que ça débouchait sur sur une catastrophe. Alors, pardon. Conclusion, Francis, tout on vous laisse simplement. finir. Conclusion, comme Alors, vous dites. je voulais dire que pour moi, c'est un signe de progrès. C'est un signe de progrès et cette élection contribue. Alors, c'est quand même curieux parce que je voudrais poser une question à Dominique Volter. Il y a une forme de dynastisation de la politique.
Je ne pense pas, parce que bon, qu'une femme succède à son mari, d'abord une femme qui n'est pas issue du hasard. Bon, c'est quand même. En Inde, ça s'est fait de père en fille. Oui, voilà. Ah oui, mais alors, que ce soit des pères en fils, on c'est pourrait pas pour ça que c'est bien. peut-être s'en inquiéter. Mais si vous voulez rétablir les monarchies partout, moi, ça me déplaît pas. On n'en est pas là quand même, Éric Zemmour. Je pense qu'il faut pas exagérer, mais il y a la personnalisation médiatique existe. Cette femme était mieux élue même que son mari. Oui. Alors, moi, je voudrais poser une question à Dominique Volton, puisque c'est le dernier et qui veut prendre la parole sur ce sujet. J'entends Francis Laloupeau dire que l'élection de Christina Kirchner, finalement, c'est réconfortant, c'est revigorant, parce que c'est quelqu'un qui ne développe pas des thèses ultralibérales, etc., etc. Bon, moi, je veux bien, mais personne n'en parle parce que la pauvre a perdu. Mais Elisa Cario, qui était l'autre candidate, était soutenue par le Parti socialiste argentin. Au détour de, comme ça, vous me direz ce que vous pensez de la présence de Ségolène Royal aux côtés de Christina Kirchner et non de la candidate soutenue par le Parti socialiste argentin. Dominique. Alors, deux choses à dire. L'Argentine, pour nous, les Européens, c'est intéressant, sans plaquer nos catégories, c'est parce que c'était le système politique le plus politisé d'Amérique latine et qui était dominant. Et dans l'affrontement Brésil-Argentine, ce qui s'est passé en 30 ans, c'est naturellement le basculement. C'est-à-dire que l'Argentine s'est retrouvée seconde alors qu'elle était dominante depuis les années 1920 jusqu'aux années 70-80. Mais c'est un pays très politisé. On plaque nos catégories européennes, c'est différent. Mais c'est vrai que ce soit une femme qui soit élue, moi je pense qu'à partir d'un mouvement plus général. L'histoire des dynasties, je suis d'accord qu'on est dans un moment qui dure depuis même pas 10 ans, même pas, où la pression médiatique accentue la personnalisation. Deux hypothèses. Cette personnalisation, deux on peut servir d'un nom. Hypothèse pessimiste, ça va être la dégradation de la démocratie. Hypothèse pas pessimiste qui est la mienne, c'est de toute façon les contrepoids de la démocratie existent. Quand ça va trop dans un sens, ça se rééquilibre au bout d'un moment parce que les récepteurs, c'est toujours ma thèse, les récepteurs, c'est vous et moi les citoyens, ne sont pas des abrutis ni des idiots. Ils peuvent de temps en temps se laisser avoir et après ils rééquilibreront. Donc moi je ne tire pas de conclusion négative. Ce qui m'intéresse, c'est la vitalité de l'Amérique latine. Et c'est vrai qu'en gros elle passe plutôt centre-gauche après avoir été dans des régimes totalitaires et avoir éprouvé des tas d'expériences marxistes et traumatisantes pour le reste de l'humanité, parce que l'Amérique latine a été une vitrine d'utopies formidables. Elles se sont toutes terminées en tragédie, mais il y a quand même des utopies. Donc moi je trouve que nous, Européens, on doit être attentifs à ce qui se passe là-bas. Et dernière chose que je voulais dire, s'il y a une partie du monde où l'Europe peut facilement avoir une résonance, c'est l'Amérique latine. Pays hispanophones et lusophones confondus. Donc, nous avons intérêt, nous, parce qu'il y a ces deux langues qui sont les deux langues. Ils ont l'avantage, les latino-américains, d'avoir que deux langues, alors que nous, on en a 23 sur 27, exactement. Et ensuite de ça, il y a quand même une forte tradition politique. Quand on voit toutes les révolutions d'indépendance, à partir de 1810-1820 sont irriguées par les grandes valeurs philosophiques et politiques de la Révolution française. Donc, s'il y a un continent au monde qui est un peu cousin germain, et pourquoi je finis là-dessus, c'est parce que je pense que si l'Amérique latine, à sa manière, arrive à faire une construction économique et politique, on aura quand même dans le monde deux grands ensembles, avec des dimensions démocratiques, de cohabitation culturelle et politique, qui peuvent donner un espoir pour une mondialisation moins violente. Est-ce que l'Amérique latine aujourd'hui n'apporte pas justement des réponses, n'apporte pas cette offre politique face à une Europe qui est en panne de ce point de vue-là? Oui. Bon, écoutez, on va transmettre ça aux eurocrates de Bruxelles, oui, c'est pas ce qu'ils en tireront. Mais c'est une très bonne formule. Les eurocrates de Bruxelles, ils feraient mieux ces espèces de zouaves qui ne sortent jamais de leur transmis et signé de leur arrogance. Vous savez, l'eurocratie, les zouaves bruxellois. C'est une arrogance insupportable, l'eurocratie. Ils feraient mieux de voyager, plutôt que de penser qu'ils ont raison tout le temps. Il ferait mieux d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et j'ajoute, il ferait mieux d'aller voir des peuples pauvres, mais très intelligents, pour comprendre que l'intelligence des peuples n'est pas liée au niveau du PNB. Bon, là, il parle très bien. Bon, là, il parle très bien. Sur les eurocrates, il vous a regretté la semaine dernière. Sur les eurocrates, il est parfait. Oui. Bon, écoutez, on va leur écrire aux eurocrates. Ils n'ont même pas compris les échecs. Ils n'ont même pas compris les causes de l'échec du référendum. Ils n'ont même pas compris les causes pour lesquelles finalement. On va en reparler. On va avoir un mini-traité, mais que le mini-traité ne règle rien. Un peu de modestie. Un peu de modestie pour nous tous. Alors justement, on revient en France. On va reparler du mini-traité européen dès qu'on va le pouvoir, parce que je crois que c'est important. Moi, je voudrais parler de ce qui va se passer. Le 13, c'est les cheminots. Le 14, c'est les gaziers et les électriciens. Les enseignants, c'est le 20. Et le 29, c'est les magistrats. Je parle des grèves, des mouvements sociaux qui vont se dérouler au mois de novembre. On a l'impression que c'est un peu comme, comme les feuilles à l'automne, ça s'accumule, les grèves au mois de novembre. J'ai même entendu une formule journalistique qui vaut ce qui vaut. Ce qui vaut, c'est le novembre noir. On m'a dit, j'ai entendu ça. Alors bon, moi j'ai envie de vous demander à tous ces grèves qui se dessinent, ces mouvements sociaux qui se dessinent. Alors par exemple chez les cheminots, on a vu Nicolas Sarkozy se rendre à la gare du Nord et essayer de payer de sa personne. Il n'a pas convaincu. Est-ce que ça serait pas une rupture sociale, ça, Éric Zemmour?
Rupture sociale. Vous remarquerez que toutes les grèves là concernent le service public au sens large. Moi, je pense qu'effectivement, Ce qui fait quand même une partie importante ah non, des mais j'ai salariés. pas dit que c'était méprisable. J'ai dit que c'était le service public au sens large. Évidemment que c'est une partie importante des salariés. Ce que je voulais dire en précisant cela, c'est que il ne pouvait pas y avoir, voilà, je vais y arriver, d'affrontement entre le pouvoir politique issu de l'élection présidentielle et les services Et les fonctionnaires, les services fonctionnaires, puisque nous devons, pour des raisons d'endettement, pour des raisons multiples financières, nous devons réduire le périmètre de l'État français, qui s'est considérablement alourdi depuis 20 ans, 30 ans, sans d'ailleurs rendre des services meilleurs. Donc il faut par exemple réduire la carte judiciaire. Il faut. Ça voit son plan Rachida Dati. Ben oui, mais elle le fait très peu d'ailleurs par rapport à ce qu'elle devrait faire. Bon, Et ce que je veux dire par là, c'est On verra les que réactions surtout. ce que je veux dire par là, c'est que il faut réduire le périmètre de l'État, et donc Alors, vous évidemment partagez les le gens. sentiment de ceux qui pensent qu'il faut réduire le périmètre de l'État. D'accord, Bien mais sûr. est-ce que ma question n'était pas vraiment là, ça s'en doutait un peu. Ma question, Non, c'est mais que vous demandez. ça veut dire, Ouais. ça veut dire, c'est pour ça que les gens, évidemment, qui sont concernés, je les Ouais. comprends, à leur place. C'est pas seulement du corporatisme les raisons pour lesquelles les gens. Alors, attendez, Pourquoi donc, on commence par. alors Moi, ce que je voudrais raison. savoir, Eric Zemmour, c'est que. Ne disqualifiez Donc. pas les raisons pour lesquelles les Alors, gens rentrent en Et grève. je comprends pourquoi les gens défendent Ne disqualifiez leur bout de pas. gras. Oui, Mais oui. ils Mais n'empêchent- non. On appelle ça du Mais corporatisme. attendez, je Alors, m'excuse. oui. Dominique Volton, mais ce n'est que est-ce que vous pourriez cesser de jouer l'élève turbulent? Merci. Laissez- Je croyais que c'était Bon. moi qui coupais Non, tout le monde. non. là. Quand un groupe social, quel qu'il soit, se met en grève, on n'a pas comme première raison à Oui. dire que c'est du corporatisme. C'est un peu court quand même. Mais attends. Surtout que là, vous avez des corporatismes différents, puisque vous avez les Mais oui, magistrats, mais alors, vous avez les et enseignants, alors, vous avez et alors les cheminots, vous avez Ben oui, les ben électriciens, oui, tous ben- corporatistes. ben oui. Est-ce que ça, Bon. c'est Alors, écoutez, on va donner la parole, Ben on va oui. donner la parole aussi, s'il vous plaît. Tous corporatistes, Ben oui. sauf. Mais les journalistes aussi, pourquoi ils ne seraient pas corporatifs, les journalistes? Alors, et les journalistes aussi. Ben. Bon, Francis Laloupeau va dire un mot. Je vais juste demander à Eric s'il n'y a Ouais. pas un danger, justement, à penser ce genre de discours qui met au fond les Français les uns contre les autres. Non, mais il y a quand même aujourd'hui dans le discours ce fond culpabilisant qui désigne toute contestation comme étant une défense d'intérêts corporatistes. Mais pourquoi? Mais moi, Je pense que c'est pas pour les délégitimer. Ils ont le droit de défendre leurs intérêts. plus large que ça. Alors, ils défendent leur intérêt. Bon. Ils ont le droit. C'est on pas un laisse- reproche que je leur fais. Éric Pardon. Zemmour, est-ce qu'on peut avoir un débat qui se tient? Francis Laloupeau, Est-ce qu'on peut comprendre simplement qu'on est dans une situation où il y a avant tout des négociations difficiles entre l'État, les cheminots notamment, les services publics en général, et que les négociations étant en panne, ou n'étant pas avancées en tout cas, il y a le droit de grève qui est un droit reconnu, et que toutes les propositions ont le droit d'y recourir tout simplement. Alors, culpabiliser systématiquement les gens en disant c'est parce que c'est un professeur qui défend son bout de gras, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux avec des relents de guerre civile quand on avance sur nos discours? Alors, Mais on c'est va pas- laisser la parole un à mot Dominique seulement, Volton qui c'est voulait pas un pour les mot. culpabiliser. Non, c'est pas pour les culpabiliser. Je veux dire quelque Un mot à chose. Dominique Non, Volton. c'est pas un mot. Il nous reste peu de temps. On essaie d'avancer parce Oui, que. c'est- Je m'interroge. Hein Oui, Non, non, c'est pas un mot, c'est deux choses. Sarkozy a été élu notamment par le fait que les gens ont dit il va faire bouger des choses. Bon, donc quelque part il y avait un sentiment vrai ou faux d'ailleurs au demeurant, parce qu'il faut pas exagérer. À la fin du régime Chirac, contrairement à ce qu'on a dit pendant 4-5 mois, c'était pendant plus une société totalement immobile. Mais la représentation collective, c'était il va changer les choses. Et ce qui s'est joué pendant 4-5 mois, c'est un pari politique qui n'est pas sûr d'être gagné, qui est de dire je vais très vite, je vais très vite, je vais très vite, en faisant une espèce d'équation communication égale action. Ce qui est une équation extrêmement discutable, parce que vous ne pouvez pas agir et communiquer sur le même rythme, c'est pas vrai, l'action est toujours plus lente. Et du coup, au bout d'un moment, le président Sarkozy vient de découvrir une chose qui est inévitable dans toute société démocratique, c'est que la société, on ne peut pas la changer par décret, c'est une phrase du sociologue Crozier qui est formidable, ou pas plus que par la loi, il faut du consensus, ou un minimum de négociation et de cohabitation. Et du coup, il y a toujours ce conflit dans nos démocraties entre le fait que c'est lent et long de négocier, mais qu'on ne peut pas trop s'en passer. Et comme il est arrivé en prenant des mesures immédiates, qui ont naturellement choqué une bonne partie du peuple de gauche au sens le plus large, c'est passé dans Il se prend un tour de boomerang. voilà. En Et quelque sorte. ce qui m'intéresse en politique, c'est exactement ça. C'est que quand l'acteur gagne, il peut toujours dire et faire ce qu'il veut. Le silence ne veut rien dire.
Et même si les audiences, même si les sondages sont exceptionnels, ça ne veut rien dire. Un vieux peuple politisé comme les Italiens, les Espagnols, les Français, ça résonne au sens physique et au sens intellectuel du terme. Il y a de l'écho, comme on dirait. Il y a de l'écho, merci, je cherchais le mot. Et du coup, ce qui est en train de se jouer là, c'est qu'il va retrouver toute l'épaisseur, la complexité, la lenteur de notre société. Je ne dis pas qu'il n'a pas raison de faire certaines, mais je dis que de toute façon, il va être obligé de s'apercevoir que si les autres n'allaient pas plus vite, c'est pas qu'il n'y ait pas de courage, c'est que finalement c'est difficile. Non, mais juste un mot, c'est juste pour souligner ce que disait Dominique. C'est vrai que vous parlez tout à l'heure de la visite de Nicolas Sarkozy aux cheminots. Le président Sarkozy disait aux cheminots, la rue, ce n'est pas la démocratie. Il faut aussi rappeler que la rue, c'est aussi la démocratie. Historiquement partout. Nadir Djenad, est-ce qu'on se retrouve en 1995? Bah écoutez, j'ai l'impression que il y a des ingrédients qui ressemblent. Le scénario se répète. Il y a donc une réforme donc des régimes spéciaux donc qui est mal acceptée par les syndicats. Donc ça commence par les cheminots et puis la grève gagne d'autres secteurs comme la Poste ou les agents du secteur public. Moi, on parlait de corporatisme, mais moi j'ai envie de parler de l'opinion aussi parce que comme l'a montré l'INSEE dans une étude parue le mois dernier, le moral des Français est en baisse. Donc beaucoup de Français doutent de l'efficacité de la politique économique actuelle. Ils ne voient pas l'effet, donc par exemple du paquet fiscal, pas grand chose, donc ils ne voient pas grand chose de concret donc concernant le paquet fiscal. Donc vraiment l'opinion aussi commence à douter, les sondages baissent aussi, donc pour Nicolas Sarkozy. Donc c'est la fin de l'état de grâce. La fin de l'état de grâce. C'est inéluctable, on est 6 mois après l'élection, c'est normal. Et moi je ne crois pas qu'on soit en 95 parce que en 95 on avait ce qu'on a appelé la grève par procuration. C'est-à-dire que les gens du privé avaient l'impression que les gens du public, finalement ceux du public faisaient grève pour eux. Or, depuis, les gens du privé ont vu leur durée de cotisation allongée jusqu'à 40 ans. Demain, ce sera 41, 42. Ils ont bien compris que c'était inexorable avec l'allongement de la durée de la vie. Et on ne voit pas pourquoi les gens des régimes spéciaux ou du public, ils ont été aussi alignés. On ne voit pas pourquoi ils échapperaient à ça. Moi, je crois que je vous dis, la contradiction, elle est ailleurs. Effectivement, la politique économique, là, je pense que il y aura pas d'effet majeur. Ça, je pense que la relance sarkozienne est un échec. Enfin, en tout cas pour l'instant. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas de rallonger l'âge de la retraite. Et la durée des cotisations, c'est de faire travailler les gens entre 50 et 65 ans et que les entreprises cessent de les virer. Et il faut quand même, c'est ça, d'après moi, la contradiction majeure entre le. Il veut nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Oui, bon, évidemment. Tout le monde travaillera jusqu'à 65 ans. Au-delà de la question de la retraite, moi, ce qui me frappe. On essaie de finir sur. Oui, tout à fait. Très vite. Sarkozy est arrivé comme étant un libéral, en gros, anti-étatiste au sens large du terme. Ce qu'il n'est pas. Bon, par définition, il retrouve l'histoire. En devenant président de la République, il épouse l'histoire française. Et naturellement, il retrouve le rôle de l'État. Et une des questions qui se joue dans ces négociations inévitablement difficiles, c'est que je pense que une partie de la société française fera crédit à Sarkozy de sa volonté de moderniser l'État, voire de temps en temps de réduire son périmètre, s'ils ont vraiment le sentiment que par ailleurs, il a abandonné une posture très libérale et qu'il reprend à son compte un des patrimoines politiques de l'État dans l'histoire française. Et j'ajoute que ce qui se joue en France se joue sur la totalité de l'Europe, parce qu'après 30 ans de dérégulation, on a dit l'État c'est ce qu'il y a de pire, on a tendance à s'apercevoir que les dégâts de la dérégulation dans le monde sont tels que s'il y a un endroit dans le monde où finalement on va pouvoir peut-être rééquilibrer un minimum, c'est probablement en Europe à cause du rôle de l'État. Et donc si je puis dire, je pense que Sarkozy était d'un décalage par rapport à la dynamique historique. S'il veut retrouver une forme de légitimité collective, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, il faut absolument qu'ils disent, écoutez, je fais non pas mon mea culpa, mais c'est vrai qu'une société sans État, ce n'est pas possible. Mais Dominique, pardonnez-moi, c'est vous qui êtes en retard. C'est vous qui êtes en retard sur Sarkozy, parce que Sarkozy lui-même, lors de son passage à Bercy, s'est révélé très colbertiste. On se souvient de l'histoire d'Alstom et compagnie. Et lors de la présidentielle, dans son discours actuellement pour la présidentielle, je dis bien pour la présidentielle. Actuellement, il est président. Quand les textes sont écrits par Henri Guénaud, c'est un discours bonapartiste et colbertiste. Et depuis, effectivement, il a deux discours. Il y a le Sarkozy 1 et Sarkozy 2. Nicolas Sarkozy, notre président, a un double discours. Oui, il y a un discours libéral. Mais oui, il y a un discours. Bien sûr, mais du coup, Sarkozy 1, libéral,
discours les patrons, etc., de la mondialisation heureuse. Ça, c'est le discours Balladureau-sarkozien. Et il y a le discours de Sarko qui l'a fait gagner à la présidentielle. On peut pas savoir, mais on laisse finir Éric Zemmour parce que le temps passe. Attendez, laissez-le finir. Si, parce qu'on a vu dans les S'il vous plaît. parce que c'est comme ça qu'il a attiré un électorat populaire non, on peut qui pas seul dire nom ça, ne on serait en pas sait venu à rien. l'ennemi. En sciences Dominique. politiques, on n'en sait rien, on peut pas avoir des thèses aussi. Nos deux amis Oui, je pense, attends. viennent de résumer au fond le vrai défi qui est lancé aujourd'hui au libéralisme et à tous les néolibéraux. Et que pendant longtemps, depuis 30 ans, on nous dit il faut moins d'État. En réalité, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est il faut peut-être pas plus d'État, mais il faut un État juste. Et c'est le vrai défi aujourd'hui. C'est peut-être ce que d'ailleurs sous-entendait Ségolène Royal en parlant de l'ordre juste, mais sans pouvoir le décliner réellement. Alors, je vais vous poser sur ce sujet une dernière question. J'en avais d'autres, mais on y reviendra la semaine prochaine. C'est sur la Corse. C'est toujours à propos du président de la République. Il a souhaité réaffirmer la présence de l'État sur l'île de Beauté. On en a y faire un conseil des ministres délocalisé. Ça s'est traduit d'une drôle de façon. On a vu plus d'uniformes bleus que de Corse. On a vu un préfet qui, dans un premier temps, refusait le droit de manifestation aux gens qu'il avait appelés, puis finissait par l'accepter avec certains aménagements. Donc, finalement, est-ce que l'État s'est renforcé de cette affaire en Corse, Nadir Djenad? Vous avez oublié de dire aussi qu'il y a eu un engin explosif qui a donc été projeté durant la nuit de mercredi à jeudi devant le domicile d'Émile Zuccarelli à Bastia, au moment où Nicolas Sarkozy se trouve en Corse. L'État se trouve renforcé, je ne sais pas, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est le dispositif exceptionnel de policiers et de gendarmes lors de ce Conseil des ministres décentralisé. D'ailleurs, quelle est l'utilité de faire un conseil des ministres décentralisé? Payer des billets d'avion, par exemple, à des ministres, un aller-retour, qui va payer On peut s'adresser à Jean-Louis Borloo pour le Grenelle de l'environnement, peut-être. Oui. On a dépensé pas mal de kérosène, là. Non, ce que je voulais dire, c'est que un conseil des ministres décentralisé en Corse, je pense que les Corses attendent autre chose de plus concret. Et d'ailleurs, le discours de Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée territoriale de Corse n'a rien apporté de nouveau par rapport à ses précédentes C'est allocutions. votre avis, Éric Zemmour? On fait un petit tour rapide avant d'en finir? Moi, de toute façon, moi, cette question Corse depuis 30 ans, j'arrive pas très bien à la comprendre. J'arrive pas très bien à comprendre. Oui. Pourquoi on multiplie les exceptions Corse. Moi, je suis un vieux jacobin ringard. Pas si vieux. Et je pense que la Corse, si la Corse c'est la France, elle doit subir le même traitement que les autres. Je comprends pas très bien tout ça et je pense qu'il faut être impitoyable avec les indépendantistes. Et puis, je vois pas non plus l'intérêt, mais ça c'est la grande idée giscardienne. C'est les gadgets giscardiens qui reviennent à la mode. Le Conseil des ministres, les conseils des ministres décentralisés. C'est un gadget giscardien. Bon. Giscard a inventé ça. Je vous rappelle que Giscard a inventé ça en 74-75. Les conseils des ministres décentralisés. Et il nous reste 5 minutes à peine. Je voudrais bien qu'on parle de la petite rubrique, ce que vous avez aimé et détesté, Dominique Volton. Oui, mais toujours sur la Corse, là, toujours sur Oui, la on est Corse. toujours sur la Corse. Donc, non, parce que je devrais. Ne vous inquiétez pas. Alors, finalement, c'est assez maladroit. L'intention est très bonne, mais le résultat est plutôt maladroit. CF, les démonstrations policières, qui du coup fonctionnent comme un boomerang. Par contre, sur une intention bonne, contrairement à Éric non, Zemmour. c'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait ça a été dit par adulte comme intention. S'il y a des conseils de ministres décentralisés, c'est peut-être, en dehors de la question gadget qui reste ouverte, c'est de le mettre dans des zones où il n'y a pas d'intérêt. Moi, l'outre-mer m'intéresserait beaucoup plus parce que justement, les outre-mer font partie de ce désintérêt-là, ce qu'il y a en France à l'égard des 10 territoires de collectivité. Mais quand on fait du décentralisé, il faut faire droits et devoirs mutuels. Et si vous voulez, quand il va en Corse, parce que même pour les outre-mer, il ne faut pas arriver en disant vous accompagnez, c'est droits et devoirs mutuels qu'il faut faire là-dedans. Et pour l'instant, on verra s'il le fait. Mais sur la Corse, c'est finalement maladroit parce que du coup, il a tenu un discours musclé sur les indépendantistes. Pour le reste, vous avez raison, il n'a pas dit grand-chose d'autre. Et donc, du coup, les gens se sont trouvés un peu en porte-à-faux dans un truc qui risque de transformer au gadget avec une présence policière qui se retourne contre. Donc, en fait, la politique symbolique, et c'est ça qui m'intéresse, la politique symbolique, il faut la manier avec des... je trouve pas le mot. Et puis avec une grande finesse, parce que avec les meilleures intentions du monde, vous avez un effet boomerang terrible. Et c'est ça qui m'intéresse dans notre société médiatisée, c'est que les boomerangs sont à une vitesse incroyablement rapide. Ça va de plus en plus vite. Voilà. Francis Laloupeau, merci. Je voudrais qu'on en vienne. Non, je dis merci parce que Francis m'a dit non, ça va. Dominique Volton a dû dire, je pense, des choses que vous pensez aussi, apparemment. Plaisanterie mise à part, on en vient à notre dernière rubrique. Ce que vous avez aimé ou détesté. Alors, je vais commencer par Éric Zemmour. Alors, il a aimé ou l'a détesté cette semaine, ce garçon? Écoutez, il y a une chose qui m'a agacé, détester c'est un grand mot, qui m'a agacé, qui montre bien les dérives, c'est la démission, vous savez, de l'entraîneur sud-africain.
Et c'est assez intéressant d'ailleurs. L'entraîneur sud-africain. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, mais de quelle équipe? De l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, De de quel rugby. sport? De rugby, voilà. Oh, non, mais... Pardon. Non, parce que on parle pas entre Oui, nous. pardon, excusez-moi. De l'entraîneur de l'équipe de rugby, qui, rappelons-le, a gagné la Coupe du Monde du et Monde. qui démissionne là parce que on veut l'obliger à respecter des quotas. Et en gros, on trouve que son équipe est trop blanche et que ça représente pas le pays. Ce que je comprends d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a très peu de blancs. Évidemment, il y a très peu de noirs dans cette équipe. Évidemment, mais il faut comprendre pourquoi. Évidemment, parce que le rugby, contrairement au foot, c'est un sport de riches. Et c'est un sport depuis toujours dans les pays anglo-saxons de riches. Pas chez nous. Ben, c'est ce que je dis dans les pays anglo-saxons, d'étudiants riches en fait, pour être précis, dans tous les pays anglo-saxons. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de noirs dans l'équipe. Et je trouve que c'est très intéressant de voir justement jusqu'où mènent ces politiques de discrimination positive et de quotas. Vous opposeriez pas à une équipe d'Afrique du Sud qui ait plus de noirs que de blancs dans ses rangs? Ça vous dérangerait pas? Même s'ils sont c'est tous simplement noirs, la politique des quotas. Évidemment. Qui vous gêne. Non, mais c'est pour que les choses soient claires. Évidemment que c'est juste la politique des quotas qui vous gêne. Ce qui me gêne, c'est ça. S'ils étaient tous noirs, s'ils étaient les meilleurs, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire. Mais s'il n'y a pas de quotas, on rééquilibre. Dominique, non, c'est tout le problème. On a compris ce que vous détestiez. On aura l'occasion d'y revenir. Si on trouve une autre solution que les quotas, je suis d'accord. Dominique, on relance pas le débat. Dites-nous ce que vous avez aimé cette semaine. C'est peut-être quand même un moyen, même s'il n'est pas génial. En fait, ce que moi j'ai aimé, c'est le projet de restitution, parce qu'on n'y est pas arrivé encore, du masque maoré de la tête maori du musée de Rouen. Rouen, à la Nouvelle-Zélande. Pour deux raisons, mais à condition qu'on dise bien les deux. La mondialisation et la reconnaissance de la diversité culturelle va obliger un certain nombre de grands musées du monde à restituer des pièces où ils ont été volés. Il faut tout rendre à l'Égypte alors. Laissez-moi finir. Je crois qu'au Louvre, laissez-moi finir. Ça va se vider. Non. Je dis pas tout, je dis rendre un certain nombre de pièces symboliques. Parce que ça restitue. Mais, à condition qu'on dise simultanément l'autre phrase, pour les pays qui vont récupérer leurs biens culturels, que de temps en temps, heureusement d'une certaine manière, que l'impérialisme culturel antérieur a fait ça, parce que ça a probablement permis de sauver pour le patrimoine mondial des œuvres. Autrement dit, on ne peut pas avoir uniquement un discours vengeur anticolonialiste en disant « Ah, ces salauds de colonialistes nous restituent nos biens volés ». Bon, c'est un peu court. Par contre, dire « C'est un patrimoine mondial commun, ces œuvres, certaines de ces œuvres restituées, et d'une certaine manière, de temps en temps, tant mieux qu'elles aient été prises ou volées ou achetées dans des conditions douteuses par les puissances coloniales, parce qu'elles ont fait d'abord rentrer dans le patrimoine occidental, et ensuite de ça, ça a évité peut-être qu'elles soient détruites. Donc je veux dire par là... Content de la restitution, content de la conservation. Oui, et du coup, à condition qu'il y ait un débat, ce que je veux dire par là, c'est à condition qu'à l'occasion de la restitution d'un bien, on discute sur ce que ça signifie du point de vue des emprunts on comprend bien. Il nous reste 40 secondes d'émission à peine. Nadir Djenad, vite. Écoutez, moi j'étais très attristé d'ailleurs, je pense que tout le monde sera d'accord sur ce plateau, après ce qui s'est passé à Bondy mardi après-midi, donc l'explosion d'une conduite de gaz en plein centre-ville, donc avec il y a un mort et 52 blessés. Donc, et puis il y a une polémique qui démarre. Il y a une polémique qui démarre. Nous étions sur place à Beurre FM avec notre équipe, donc on a vu, c'est vrai, ces images de désolation, mais on a aussi vu un élan de solidarité naturelle, de la population, donc des habitants de Bondy qui ont reçu chez eux des habitants de Bondy, parce qu'il y a tout un immeuble qui a pris feu, mais c'est quand même très attristant de voir ça. Francis, c'est à vous le mot de la fin, si j'ose dire. C'est à moi le mot de la fin. Mais écoutez, moi j'ai été choqué d'apprendre cette semaine que le pape allait béatifier des curés espagnols qui avaient soutenu à l'époque de Franco, les généraux franquistes évidemment. Et donc c'est un peu curieux que ces gens-là aujourd'hui soient béatifiés, sanctifiés. Et il faut quand même rappeler que cette guerre des généraux sous Franco a fait 1 million de morts. Oui, dans une époque où justement on se demande comment rendre hommage à ceux qui sont morts du côté des républicains. Absolument. C'est-à-dire qu'on met un petit pavé dans la mare du gouvernement espagnol, finalement. C'est un pavé dans la mare et c'est une sorte comme ça de contre-feu du Vatican qui est un peu étrange. Voilà, on me dit qu'on déborde en régie, donc merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Au revoir.